Je suis Sophie Bureau. Je suis membre de l'Ordre professionnel des comptables professionnels agréés. Je suis de la firme BDO. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais remercier tous les gens qui ont collaboré avec nous pendant les travaux liés à l'audit des états financiers de l'Ordre. J'ai peur de finir vite à la fin et de l'omettre. Et un premier audit d'un ordre professionnel, c'est quelque chose, hein? C'est une étape un peu stressante, énervante pour les gens en place. Alors, merci vraiment, en particulier à Chantal là, de sa grande collaboration, à Pierre et à José qui ont travaillé bien fort. Petit clin d'œil, ma filleule est arrivée il y a un mois en me disant qu'elle voulait devenir criminologue, sans savoir que je faisais partie de l'équipe d'audit de l'Ordre. Alors, j'imagine que vous avez fait du vraiment bon travail en milieu scolaire. Alors, je vous inviterai, si vous voulez bien me suivre, à la page 1, qui est le rapport de l'auditeur indépendant. C'est très formel comme rapport, mais je me dois de vous le lire parce que c'est vraiment la partie officielle qui résume le travail qu'on fait sur les états financiers et la conclusion qui va avec, finalement. C'est un rapport qui est d'un format standard, là. Si vous n'avez jamais vu de tel rapport, c'est vraiment normalisé. Alors, on a effectué l'audit des états financiers de l'Ordre qui comprennent les différents états financiers qu'on regardera ensemble dans quelques minutes pour l'exercice du 22 juillet 2015 au 31 mars 2016. La responsabilité de la direction, en fait, c'est la direction qui est responsable de préparer ces états financiers-là. Et nous, notre responsabilité, c'est vraiment de donner une opinion sur ces états financiers-là sur la base de notre travail d'audit. Donc, on effectue notre travail en fonction des normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes exigent qu'on se conforme, entre autres, à un code de déontologie, nous aussi, et qu'on réalise notre audit dans l'objectif d'obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives. Donc, un audit, ça implique la mise en œuvre de procédures pour recueillir des éléments probants, c'est-à-dire des preuves concernant les montants et les informations dans les états financiers. Le choix des procédures pour faire de ce travail-là, ça relève de notre jugement en se basant, entre autres, sur les risques, le contrôle interne de l'organisation, etc. On estime, je suis rendue à la page suivante, on estime que les éléments probants qu'on a obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion sur les états financiers. Alors, le paragraphe suivant, c'est vraiment le paragraphe d'opinion. Du fait que l'Ordre n'a pas conservé le détail de certains dépôts effectués au début de l'exercice, il ne nous a pas été possible d'auditer les revenus de cotisation et d'ouverture et d'études de dossiers de façon satisfaisante. Par conséquent, on n'a pas pu déterminer si des ajustements pourraient devoir être apportés au montant de cotisation. Donc, à notre avis, à l'exception des incidences éventuelles de ce problème-là, ces états financiers-là donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation professionnelle de l'Ordre au 31 mars 2016, conformément aux normes comptables canadiennes pour les OSBL. Je vous ai lu le texte d'une façon très formelle parce que je me dois de le faire. La réserve à laquelle j'ai fait référence, en fait, c'est simplement une limitation du travail. On n'a pas été capable d'auditer de façon complète les revenus, entre autres tout simplement parce que dans les premiers mois d'installation de l'Ordre, il y a des informations détaillées qui n'ont pas été conservées, en particulier parce que c'était une première année, là, puis les gens ne savaient pas trop qu'il fallait conserver tout ça. Alors, l'opinion ne dit pas qu'on a trouvé un problème. L'opinion, ce qu'elle dit, c'est qu'on n'a pas été capable d'auditer les revenus pour une partie de l'année, finalement. Si vous allez à la page 3, c'est l'état de la situation financière de l'Ordre. Alors,
l'Ordre, au 31 mars 2016, toujours, a un actif total de 927 114 $. En fait, avait au 31 mars un actif de 927 114 $ qui était principalement constitué de la subvention à recevoir dont Mme Rioux vous a parlé tout à l'heure, la subvention du Midi pour le référentiel. Au 31 mars, c'était connu que l'Ordre allait recevoir ces argents-là et d'un montant d'encaisse de 624 862 $. Donc, 927 114 d'actifs. Au 31 mars, en contrepartie, l'Ordre avait des passifs pour 779 881. En fait, ces passifs-là étaient constitués de vos cotisations perçues d'avance pour 438 641 $ parce que vous aviez payé vos cotisations pour la nouvelle année avant la fin d'exercice du 31 mars. En fait, c'est ce montant-là qui explique le montant important d'encaisse que vous avez dans les actifs, tout simplement parce que juste avant le 31 mars, vous avez rempli les comptes finalement. Au niveau du passif, vous y retrouvez également la subvention de 234 613 $ qui est reportée. La subvention était à recevoir, mais en même temps était pour des dépenses de l'année prochaine. Alors, on retrouve le montant dans l'actif et dans le passif en même temps. Et les autres passifs pour 106 627 $, c'était des comptes à payer de nature courante aux fournisseurs, les salaires, la TPS, TVQ à remettre, etc. Pour un total de 779 881 de passifs. Alors, l'Ordre avait donc 927 000 $ d'actifs, 779 000 de passifs, ce qui lui donne un avoir net au 31 mars de 147 233 $. Alors, d'où est venu cet argent-là? Hein? D'où on arrive avec cet avoir net de 147 233 $? Vous avez le détail à la page 5. En fait, c'est l'excédent des revenus sur les dépenses de la première année d'opération. Donc, à la page 5, on voit que l'Ordre avait des revenus totalisant 561 394 $ pour son premier exercice financier, qui se détaille comme étant des cotisations pour 339 568, des frais d'ouverture et d'études de dossier pour 168 230 $ et un montant pour le registre des travailleurs sociaux de 53 300. Les dépenses du premier exercice, qui était en fait de moins d'un an, totalisent 414 161 $ pour 209 573 $ de salaires et charges sociales, excluant les montants qui sont liés au syndic, qui se retrouvent dans le 12 691 $ de frais, quelques lignes plus bas, liés au bureau du syndic. Également, des dépenses d'administration pour 124 280 $ qui incluent les frais de loyer, de téléphone, etc., de frais de bureau, de papeterie et tout. Des frais de promotion et communication pour 40 735 $, entre autres le site Internet, des frais de communication, etc. Des frais liés à la gouvernance pour 17 576 $, des frais particulièrement liés aux réunions du conseil d'administration, aux jetons d'administrateur, etc. Et des frais liés à l'admission des membres pour 9 306 $. Donc, 414 000 de charges, 561 000 de revenus, donc un excédent des revenus sur les dépenses de 147 233 $. Je pense arrêter ma lecture là. Vous avez le détail de plusieurs de ces montants-là dans les prochaines pages des états financiers. C'est la raison pour laquelle vous avez des références à plusieurs annexes à la page 5. Alors, à moins que vous me le demandiez très fort, je m'abstiendrai de faire la lecture, mais libre à vous, là, si vous avez des questions, vous avez tous les renseignements.